Amis auditeurs, bonjour. Vous savez combien je suis heureux de vous retrouver, fidèles, à l'écoute de ce libre journal des médias qui est diffusé, je vous le rappelle, toutes les 4 semaines le mercredi à midi, et on vous l'a dit à l'instant, avec des rediffusions à 16h et à minuit. Eh bien, j'adresse évidemment mon salut le plus amical aussi à ceux qui écouteront ces rediffusions de l'après-midi et du soir. Aujourd'hui, nous avons un menu tout à fait sympathique puisque nous recevons Serge de Beketch pour les 10 ans de son journal, le libre journal de la France courtoise. À ses côtés, eh bien, nous avons Jean-Pierre, qui est un lecteur, sinon de la première heure, mais un lecteur depuis de très nombreuses années du libre journal de Serge de Beketch. Écoute, Serge, bon, je crois que on va se tutoyer, c'est la tradition dans la presse, et puis on se connaît tout de même depuis un certain nombre d'années. Je commence par me poser une question. Faut-il présenter Serge de Beketch? Je vais quand même répondre par oui, parce que, comme le souligne souvent Jean Ferré, il y a tous les jours de nouveaux auditeurs qui naissent. Donc, Serge, présente-toi, comment peux-tu te définir? Bien sûr, journaliste, mais au-delà. D'abord, ce que je voudrais rassurer les auditeurs, je ne fais pas l'émission ce soir. Donc, ils vont pas déguster du Beketch pendant toute la journée. C'est pas indigeste, le Beketch, non? À force, si, ça commence à être c'est un peu gras, surtout. La définition que je donnerais de moi-même, c'est, c'est toujours difficile de se définir, mais je dirais que je suis un homme en colère. Un homme légitimement en colère. Oui, on pense toujours qu'on est légitimement en colère, mais moi je suis vraiment en colère parce que, je pense réellement que la France est le plus beau pays du monde. Je pense que c'est un pays qui a reçu toutes les grâces du ciel et qui est aujourd'hui peuplé par des larves qui se comportent d'une façon répugnante, et la façon dont ce pays est laissé à volo, est abandonné et méprisé, et dont les liens avec le surnaturel, avec le Créateur sont brisés, sont rompus, me met dans une colère noire permanente. Donc je me lève en colère, je me couche en colère. Oh, Dieu merci, je dors bien. C'est déjà ça permet de récupérer. Il faut dire que on a le droit, moi aussi, d'être excédé par le refus d'une énorme proportion de Français de toute génération de regarder en face les réalités, c'est-à-dire les menaces de toutes sortes qui pèsent sur notre malheureux pays. Bon, il y a toutes les histoires de l'Europe, de la fausse Europe de Bruxelles. Il y a surtout, et on en voit tous les jours, les méfaits. Il y a cette invasion qui continue de plus belle. Il y a, et tout ça entraîne, au lieu d'entraîner une légitime défense, entraîne beaucoup de lâcheté et encore une fois de refus de regarder les choses en face. Je pense, Serge de Beketch, que c'est une des raisons pour lesquelles tu as fondé, donc voilà 10 ans, c'est un bel anniversaire, 10 ans, tu as fondé le libre journal de la France courtoise. Et par les temps qui courent, quand on voit les difficultés de la presse en général, et de la presse d'opinion, de la presse d'idées en particulier, c'est un sacré pari que tu as fait là, un sacré défi que tu t'es lancé. Il faut dire toute la vérité. J'ai créé le Libre Journal pour plusieurs raisons. Mais la première raison pour laquelle j'ai créé le Libre Journal, c'est que quand j'ai été chassé, employant le mot, de 2 minutes par la direction qui avait racheté le journal pour en faire... passons là-dessus. Tu as été rédacteur en chef de Minute pendant de longues années, directeur de la rédaction. Et je suis entré à Minute, j'avais 17 ans, et j'en suis parti à 47. De temps en temps, j'ai fait des petites infidélités au journal, mais ça a vraiment été l'essentiel de ma vie. Et quand j'ai été chassé pour des raisons positives qui m'ont été données, c'est-à-dire que je ne correspondais plus à la ligne politique que les nouveaux propriétaires du journal entendaient donner au titre,
Je précise d'ailleurs que ce ne sont plus les propriétaires actuels. Mais ceux qui m'ont fait partir, enfin celui qui m'a fait partir, m'a dit que c'était pour des raisons politiques. Il n'a pas été hypocrite. Et donc, je me suis retrouvé sans travail. Et j'ai donc fait le tour comme tout journaliste sans travail, le tour de la presse pour trouver quelque chose. Et je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire qu'on a voulu de moi nulle part. Alors, on peut évidemment penser que c'est parce que je suis nul. Mais... Ce qui n'est pas le cas, parce que sans être flagorneur, on ne peut pas nier, même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui te détestent, même ceux qui sont aux antipodes de tes opinions politiques, ne peuvent pas nier que tu as une plume remarquable. Ça, moi, je l'ai entendu dans des milieux qui te sont tout à fait hostiles, et notamment quand tu faisais ces critiques de télévision dans Minute. Bon, bah là, il y a un talent d'écriture incontestable, c'est tout. Alors on aime talent, pas. D'abord, c'est pas du talent, c'est du travail pour commencer. Oui, et puis c'est une analyse. C'est très subjectif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui diront que j'écris comme un cochon, d'autres qui disent que j'écris bien. Mais enfin, en tout cas, ce que je prétends simplement, c'était avoir une certaine compétence dans mon métier. Donc, j'étais un journaliste, je pensais pouvoir trouver du travail dans la presse. Or, c'est impossible. La presse française est une presse totalitaire, c'est une presse totalement asservie. 99% des journalistes sont des larbins. Il faut le dire, et hélas. Des corrompus. Bon. Enfin, il y a ceux, disons, pour trouver des excuses, au moins mauvais d'entre eux. Moi, j'ai vécu ça pendant de longues années au Figaro. Il y a ceux qui sont condamnés, si j'ose dire, qui se condamnent en tout cas à pratiquer l'autocensure simplement parce que ils ont une famille à nourrir et qu'ils savent très bien que s'ils perdent leur emploi là où ils sont, ils ne retrouveront pas de travail. Et ça, c'est un véritable drame. J'ai souvent entendu cet argument, mais moi j'ai toujours posé la question pourquoi tous ces gens qui prétendent qu'ils sont victimes de l'impossibilité d'écrire ce qu'ils pensent à cause d'un système de coercition et de censure qui risquerait de les jeter à la rue, pourquoi ne se réunissent-ils pas pour faire des journaux libres? Comme il en a existé tellement en France depuis 2-3 siècles, il y en a plus. La seule presse libre en France, c'est la presse, je mets des guillemets, la presse extrémiste, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, voire d'extrême centre, mais enfin je connais pas beaucoup. Donc c'est la seule presse libre. Mais elle est libre pourquoi? Elle est libre parce qu'elle n'a pas de publicité. Pourquoi n'a-t-elle pas de publicité? Parce qu'elle n'a pas assez de lecteurs d'une part. Et puis aussi parce que certains journaux ont pris la décision, c'est le cas du Livre-Journal, c'est le cas de Présent, c'est le cas de beaucoup d'autres journaux de notre famille, à vrai dire de tous, de Rivarol, de Mondévy, de ne pas accepter la publicité, en tout cas de pas la solliciter. Pourquoi ont-ils pris cette décision? Tout simplement parce que c'est pas compliqué. Le propriétaire d'un journal, celui qui décide du contenu d'un journal, c'est son propriétaire. Le propriétaire du journal, c'est celui qui a l'argent. Mon grand-père disait, c'est celui qui paye les violons qui choisit la musique. Bon, donc. À partir du moment où le système est fait de cette façon-là, c'est l'annonceur qui est le propriétaire du journal, et donc qui dicte ses volontés. Ce qu'il faut savoir, ce que les lecteurs des journaux, les abonnés des journaux ne savent pas, en général, c'est que l'annonceur, en fait, n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'acheteur d'espace. Autrement dit, l'homme qui va voir le directeur du journal, enfin le propriétaire du journal, le propriétaire des actions du journal, et lui dit « Je vous achète de l'espace dans lequel je mettrai de la publicité ». Et lui sert d'intermédiaire, l'acheteur d'espace sert d'intermédiaire entre des annonceurs à qui il vend la publicité moins chère que ne la vendrait le propriétaire du journal, et le journal à qui il achète plus d'espace que n'en achèterait un seul annonceur. C'est très simple. Donc à partir de ce moment-là, l'acheteur d'espace, il est le propriétaire du journal. Et il faut savoir qu'en France, il y a pratiquement une centrale d'achat d'espace. Oui, et qui est quasi monopolistique, et donc qui achète et redistribue tout l'espace de la presse française. Ce qui fait que quand un journal fait un article qui déplaît
à Monsieur Carrefour, pour prendre n'importe quel nom. J'allais dire, les annonceurs sont politiquement corrects par définition. Faut faire de la peine à personne. Les annonceurs sont corrects, mais il peut y avoir un papier dans tel journal qui va déplaire à Monsieur Carrefour. Et Monsieur Carrefour va pas téléphoner au journal, il va téléphoner à l'acheteur d'espace, c'est-à-dire à l'homme à qui il a acheté l'espace publicitaire, et il va lui dire, dites donc, vous m'avez mis dans la dépêche de la poupée qui tousse, ils ont fait un papier très désagréable, moi je suis pas content du tout. Alors le propriétaire, enfin l'acheteur d'espace va appeler le directeur de la dépêche de la poupée qui tousse, et il va lui dire, cher ami, vous avez fait un papier sur Carrefour qui m'ennuie beaucoup, je vais être obligé de vous supprimer la pub de Carrefour. Mais vous comprenez bien que je suis ennuyé vis-à-vis de mes autres annonceurs, mes autres clients, et donc je vais aussi être obligé de vous supprimer la publicité Citroën, et puis la publicité Peugeot, et puis la publicité Auchan, et puis la publicité pour les pastilles Valda, et tout. Et le propriétaire du journal, il est dans une situation de faillite potentielle, parce qu'il a perdu son revenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'exercice, l'acheteur d'espace achète en quelque sorte la totalité de l'espace publicitaire du journal. Et pour ça, il obtient des ristournes formidables. La deuxième année, donc le journal, lui, qui dans le temps avait son service de gestion d'espace, il le supprime, ce qui lui permet de réaliser des économies, puisque c'est un autre qui gère cet espace. La deuxième année, le journal n'a plus de service de gestion de l'espace. Donc il est obligé d'avoir un acheteur d'espace, et des médias, les médias planeurs, c'est plutôt pour les annonceurs d'ailleurs. Il est dans une situation, comme on dit aux échecs, il est dans le cabinet. C'est-à-dire qu'il ne peut plus affronter avec agressivité son interlocuteur puisqu'il n'a plus d'armes. Et l'interlocuteur, lui dit, l'année dernière, je vous ai acheté, mettons, 10 millions de francs la totalité de votre espace. Les chiffres que je donne sont totalement fantaisistes. Cette année, je ne pourrai plus payer 10 millions, je paierai 8 millions seulement. Que voulez-vous qu'il fasse, le vendeur d'espace? Il n'a pas d'autre moyen que d'accepter. Et donc petit à petit, il se fait lui-même le domestique de l'acheteur d'espace. Et donc il perd absolument toute indépendance. Et ses journalistes aussi, puisque lui intervient sur les journalistes. Bien évidemment. Je ne veux pas de ce papier, je ne veux pas qu'on parle de ça, je ne veux pas ci. Et le prétexte, c'est parce que les lecteurs n'aimeront pas. Or moi, je peux témoigner d'une chose. Le Livre Journal est un journal qui est donné comme dont la ligne éditoriale est un journal de tradition catholique et de résistance française. On a mené des combats dans ce journal qu'on appelle des combats à front renversé. C'est-à-dire, on a pris des positions sur certaines questions qui étaient radicalement contraires à celles qu'on pouvait imaginer être les positions de nos lecteurs. Parce qu'on avait une autre lecture des événements, par exemple. Eh bien, ce que j'ai vu, à l'exception d'un cas unique, c'est que jamais on a eu un désabonnement parce qu'on avait pris une position à front renversé. Autrement dit, le lectorat, dans son immense majorité, est infiniment plus, je dirais pas de tolérant parce que c'est un mot que j'aime pas, plus ouvert, plus accueillant aux idées nouvelles, aux idées originales, aux idées dérangeantes, que ne le pensent les directeurs de journaux, que ne le prétendent les directeurs de journaux et le croient les journalistes. C'est tout à fait juste. En tout cas, Serge de Beketch, merci pour la démonstration très claire que tu viens de faire des raisons pour lesquelles la presse libre est de plus en plus muselée ou réduite à la faillite. Nous, personnellement, Annick Marty, mon épouse et moi-même, nous avons connu un autre temps dans l'ancien Figaro que dirigeait Pierre Brisson. À cette époque, Pierre Brisson avait la primauté sur le directeur de la publicité. C'est lui qui décidait d'abord ce qu'on mettait dans le journal et ensuite les placards publicitaires. C'était l'époque où il n'y avait pas d'acheteur d'espace. C'était le journal qui vendait son espace. Il était inséré. Et plus pardon de te couper une seconde, mais c'était une époque où les journaux refusaient certaines publicités parce qu'elles n'étaient pas convenables, parce qu'elles ne correspondaient pas à la ligne du journal. On disait non, on veut pas parler des produits Profiltex, par exemple. C'était non, pas chez nous, ou on ne parlera pas de telle société ou de tel ouvrage parce qu'ils ont eu un comportement déplaisant. Ça allait parfois très loin puisque on pouvait refuser la publicité de certaines voitures parce que le propriétaire de la marque était d'une origine qui ne plaisait pas. Ça se passait comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a tellement de concurrence dans l'espace publicitaire que les journaux sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un annonceur. Et pour parler justement de ce diktat de la publicité sur le journalisme, et pour parler d'une époque plus proche de nous,
au Figaro, eh bien, je me souviens de deux faits qui sont en soi tout à fait scandaleux, mais qui confirment ce que tu viens de dire, c'est que quand il y a eu la campagne présidentielle en 1988, pour essayer d'empêcher la réélection de Mitterrand, Max Clos, directeur de la rédaction du Figaro à l'époque, avait demandé au service politique de faire une page entière pour rappeler ce qu'était l'affaire de l'Observatoire, dans laquelle Mitterrand s'était couvert de ridicule. Ce qui a été fait, la page a paru et le jour même, Max Clos a été viré par Robert Hersan de son poste de directeur de la rédaction. Deuxième exemple, quand Max Clos a fait campagne pour dénoncer les agissements du fameux Boudarel, qui a, on peut le dire, collaboré avec les tortionnaires du Viet Minh, dans les camps de prisonniers français, quand il a dénoncé le scandale Boudarel à qui on venait de rendre un poste à l'université, etc., et qui redevenait intouchable, eh bien, on a prié Monsieur Max Clos, qui était un journaliste courageux, d'arrêter immédiatement sa campagne. Voilà, deux exemples. Donc, la presse réellement libre a de plus en plus de mal à vivre, à survivre, et en tout cas, pour rester libre, elle est obligée de refuser la publicité, comme le fait d'ailleurs Radio Courtoisie, parce qu'il n'y a plus de possibilité de dire les vérités qui fâchent si on a de la publicité. Il faut dire aussi que le refus de la publicité est une chose facile quand personne veut vous en acheter. D'accord. Alors, on s'identifie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des médias. Gérard Marin reçoit Serge de Beketch pour le 10e anniversaire de son libre journal de la France courtoise. Voilà. Bon, alors avant de donner la parole à Jean-Pierre, qui est un lecteur, je l'ai dit, depuis de nombreuses années, du libre journal de la France courtoise. Donc, je voudrais demander à Serge de Beketch pourquoi il a donné ce titre à son journal et en quoi son journal, ce décadaire de résistance française et catholique, se distingue, parce qu'il a une spécificité, se distingue des autres titres de la presse d'opinion nationale, dont tu en as cité plusieurs, Rivarol, Mondévy, National Hebdo, qu'est-ce qu'on peut citer encore, j'en oublie. Présent, bien entendu, Présent, qui est un quotidien. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur la création du journal. Oui. Le moteur, la raison pour laquelle j'ai créé le journal, je l'ai indiqué. Enfin, la raison première, c'est qu'il fallait tout simplement survivre. Et puis, j'avais envie de faire un journal dans lequel je pourrais m'exprimer d'une façon totalement libre. Encore que quand Serge Martinez, était propriétaire de Minute, je bénéficiais d'une liberté totale. Vraiment totale. Mais j'avais envie d'être... je me disais, tant qu'à créer un journal, autant créer un journal dont je serais le patron et dans lequel je serais... Mais j'avais pas je n'avais pas le moteur qu'il fallait. Je n'osais pas. Voilà. Parce que pour un journaliste, créer un journal, curieusement, c'est une aventure extraordinaire. Parce qu'on est tous sauf des gestionnaires, la plupart. Et c'est ma femme qui m'a vraiment dit, il faut le faire maintenant, il faut pas perdre de temps. Et je croyais pas du tout à la possibilité. Et c'est elle d'ailleurs qui dirige. Oui, c'est elle qui est la directrice. Pour ça, parce que c'est vraiment elle qui m'a poussé à le faire, alors que je me disais, je vais faire 4 ou 500 lecteurs, et puis ça s'arrêtera là, et puis voilà, ça va être un petit groupe de Happy Few, et ça sera une façon de se faire plaisir sans résultat. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça a marché mieux, et tant mieux d'ailleurs. Ensuite, il y a quelqu'un à qui je dois rendre hommage aussi, c'est Pierre Monnier. Pierre Monnier, l'écrivain et l'ami de Céline, qui m'a donné en quelque sorte l'idée de l'allure du journal, de la nécessité de faire quelque chose d'élégant, en me disant, il a des arguments qui peuvent paraître étranges, mais il m'a dit, tu sais, un journal, c'est
c'est un cadeau qu'on reçoit régulièrement, et c'est les pauvres qui lisent le journal. Et les pauvres, c'est pas absolument nécessaire de leur donner tout le temps des trucs laids, mal foutus, sur du mauvais papier et tout. Fait un beau journal. Et puis la troisième personne, c'est Jean Ferré, parce que Jean Ferré m'a dit un jour une chose que j'ai toujours retenue. Il m'a dit, ne cherchez jamais le grand nombre. Et ça, c'est vraiment une clé de... D'abord, c'est une clé de liberté. C'est un secret de liberté. Et puis, c'est rassurant, parce que quand on n'a pas beaucoup de lecteurs, on peut se dire, au moins, j'ai pas cherché le grand nombre. Donc, voilà. Et donc, à partir de ça, j'ai eu l'idée de faire un journal de cette qualité. Et j'ai eu la chance d'avoir parmi mes amis un garçon que je ne citerai pas pour ne pas lui nuire, mais qui est considéré comme l'un des meilleurs créateurs de journaux au point de vue esthétique du monde, je dis bien du monde, et qui a fait les plus grandes maquettes de la presse mondiale, les plus belles, et qui un jour, quand je lui ai dit que je créais le Libre Journal, m'a dit bah tiens, je vais te faire la maquette. Je précise que je l'ai trahi depuis. J'ai pas trahi son amitié, mais j'ai trahi ses intentions, parce que c'était une maquette superbe dans les intentions, mais qui nécessitait l'existence d'un véritable service de mise en page que le journal pouvait pas se payer. Et donc on a été obligé de simplifier beaucoup sa maquette de départ. Mais enfin, l'idée générale est là. Et quant au titre, c'est évident. Moi, je voulais appeler le journal L'Étendard. Et puis... c'est un très beau titre aussi. C'est un beau titre. Et plein puis, de symboles. C'est un ami qui m'a dit, écoute... et d'ailleurs, je préciserai quelque chose après. C'est un ami journaliste, qui est un grand journaliste, qui m'a dit, mais non, tu fais une émission sur Radio Courtoisie qui s'appelle Le Libre Journal, il faut que tu rappelles le titre de l'émission, au moins que ça évoque quelque chose pour les lecteurs. Donc j'ai décidé d'appeler ça Le Libre Journal de la France courtoise. Et 10 ans après, je dois dire que c'était une erreur. Parce que si ça rend parfaitement compte du contenu du journal, étant entendu que j'ai jamais pris le mot courtois dans le sens de la politesse de salon, mais dans le sens de la plutôt du comment dirais-je, du coup de colichemart du chevalier. En fait, ça introduit une confusion dans l'esprit de beaucoup d'auditeurs qui continuent à penser, on le voit pratiquement tous les jours dans le courrier qu'on reçoit pour nous demander des spécimens, qui continuent à penser que le Libre Journal de la France courtoise a quelque chose à voir, et d'ailleurs c'est bien de ma faute, avec le Libre Journal de Serge de Beketch sur Radio Courtoisie. Or, c'est vrai que le ton est là, mais le contenu est radicalement différent de celui des émissions. Bien sûr. Et alors les gens me demandent le numéro, par exemple, où je vais parler de tel sujet, qui est en fait un sujet d'émission. Alors ça, c'est une erreur. Mais 10 ans après, c'est trop tard. On peut pas débaptiser son enfant pour bien l'appeler entendu. Mohamed. Bon, l'essentiel, c'est, comment dirais-je, le contenu, et c'est une arme quand même qui s'ajoute à quelques autres, contre les maîtres censeurs, contre la police de la pensée unique et unique. Mais là, je vais me tourner vers Jean-Pierre, donc je rappelle, qui est un lecteur depuis de nombreuses années, qui lit également d'autres organes de la presse d'opinion nationale, comme moi-même, Lecture Française, Rivarol, Présent, Mondévy, etc., National Hebdo, parfois. Et alors, Jean-Pierre, quelle spécificité trouves-tu, personnellement, c'est une opinion subjective, au Libre Journal de la France courtoise de Serge de Beketch par rapport aux autres journaux que je viens de citer ? Et qui sont d'ailleurs excellents et pleins d'informations. J'ai parlé de Lecture Française, par exemple dans le numéro de janvier de Lecture Française, il y a une formidable enquête sur la manipulation de l'opinion depuis la fin du 19e siècle, depuis la guerre hispano-américaine jusqu'à ce qu'ils appellent la deuxième guerre du Golfe, c'est-à-dire l'affaire d'Irak en ce moment. C'est absolument remarquable. Comme il y a une étude sur l'agonie de la presse d'idées en France et par rapport à la presse de consommation qui se porte, elle, à peu près bien. Donc, tout ça est excellent. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a dans le Libre Journal de Serge de Beketch un ton, un franc-parler, une force polémique
qui ont disparu depuis très longtemps, hein, de la presse française, et qui me font penser à et qui me revigorent comme ces plats roboratifs qu'on peut manger, même qu'on peut bouffer dans la France profonde, dans la France clandestine, comme dirait Alain Pocard. C'est l'effet que ça me fait. Moi, quand je lis, et je dis ça sans, pas du tout pour le flatter, mais ça me fait du bien. Tu veux dire que c'est un journal pot-au-feu, c'est ça? Non, mais il y a des coups de gueule qui font du bien, qui permettent de garder le moral. Bon, Jean-Pierre. Tu viens exactement de dire. Oui, et ben. J'aurais dit bon. À peu près. Alors, tu l'as mieux dit que je ne l'aurais fait. Mais non. Mais quand même. Bon, bien sûr, lecture française, c'est quelque chose d'important. Ça rythme tous les mois. C'est un journal dans lequel on trouve beaucoup d'informations. Et Rivarol, bon, c'est à un autre niveau, c'est hebdomadaire. Présent, c'est un quotidien. Présent, c'est un quotidien. Le Libre Journal, il y a déjà une spécificité, c'est un décadaire. Alors ça change beaucoup de choses. Non, je plaisante. Je crois que non, mais ça change vraiment beaucoup de choses. Ça change certainement beaucoup de choses, oui, parce que le décalé de 10 jours en 10 jours, c'est une gymnastique qui ne doit pas être simple à réaliser. Il faut être très près de l'événement, tout en ayant le recul. L'avantage, c'est que ça donne naturellement plus de recul qu'un hebdomadaire. Oui. Et puis l'autre avantage entre nous, c'est que ça permet de voir ce que les petits copains ont fait. Et de ne pas faire la même chose. Aussi, j'imagine. Ou d'aller au-delà. Ouais. Non, la spécificité du Libre Journal que j'ai découvert il y a maintenant plusieurs années, en étant au départ auditeur de l'émission de Serge de Beketch et adhérent de Radio Courtoisie, j'ai eu envie, vous m'avez donné envie, Monsieur de Beketch, d'en savoir plus, parce que la spécificité du Libre Journal de la France courtoise, elle était déjà émergente par la spécificité qui est la vôtre lorsque vous menez une émission. Et j'ai voulu vous retrouver, après l'oral, j'ai voulu vous retrouver à l'épreuve écrite. Mais j'ai pas été déçu, car quand vous dites que vous êtes un homme en colère, si ça peut vous rassurer, je pense pas que vous ayez besoin de l'être, mais je dirais que vous n'êtes pas le seul, et que beaucoup de vos auditeurs sur Radio Courtoisie, que vos lecteurs du Libre Journal sont certainement dans le même état d'esprit. Et je dirais qu'à vous lire, on se sent moins seul, car vous êtes parfois en pointe avec le style qui est le vôtre, qui n'est pas imitable. Vous avez votre marque, et cette marque, quand on la pratique tous les 10 jours, ça fait du bien. Et je retiens le conseil qui vous avait été donné tout à l'heure par Pierre Monnier. C'est Pierre Monnier. Recevoir un journal, c'est un cadeau. Moi, j'y avais pas pensé. C'est vous qui avez mis cet accent sur cet aspect des choses. Mais l'arrivée du Libre Journal dans ma boîte à lettres, c'est toujours un cadeau. C'est toujours un cadeau parce que je me suis habitué à trouver dans le Libre Journal de la France courtoise une manière d'aborder les sujets que j'ai parfois bien sûr abordés dans la presse quotidienne ou dans la presse hebdomadaire, mais reprises par l'équipe qui est autour de vous. Ça me fait penser, je sais pas, un petit commando quand même. Il y a une équipe. Mais j'aime bien l'expression de commando. Ça fait penser à certaines. Il y a un feuilleton à la télé comme ça qui passait il y a 20 ans et c'était une équipe où il y avait le spécialiste de l'électronique, le spécialiste de l'ouverture des serrures, le spécialiste je sais pas quoi encore. Enfin, bon, chacun avait sa spécificité et finalement le Libre Journal, c'est pas moi qui l'ai voulu, ça s'est passé comme ça parce que des amis, des lecteurs, des journalistes sont venus et se sont en quelque sorte intégrés tout doucement au journal. Et aujourd'hui, c'est quand même étonnant de voir que dans une famille aussi petite que la nôtre, la droite nationale catholique, on peut pas dire que ça soit une famille très très fréquentée.
hélas. On voit le nombre de points de vue, de sensibilités, de réactivités différentes. Et on voit par exemple dans le Libre Journal, je m'honore d'avoir la signature de François Brignot, ce qui est quand même extraordinaire. J'allais en parler. C'est vraiment une chance. En parlant de l'équipe du Libre Journal, bien sûr, il y a François Brignot, signature prestigieuse. Donc, on dit, c'est pas la peine de dire qui est François Brignot, c'est la plus grande signature actuelle et depuis un demi-siècle dans la presse nationale. C'est indiscutable. Tout à fait. Au point de vue de la polémique. Il y a, je pense à quelqu'un qui ne collabore pas au Libre Journal, mais qui est le directeur de présent, qui est Jean Madiran, qui est une plume extraordinaire aussi, mais dans un autre style d'art. Oui. Mais sur le plan de la polémique, de la côté charnu de l'écriture, du génie de la formule, de l'originalité du point de vue, et puis surtout l'énorme masse d'expérience, de connaissances et de travail sur laquelle c'est appuyé. Brignot est inégalable. Et il y a une finesse chez lui, il y a une énorme expérience, et il y a également une grande honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que c'est un homme, et ça m'a été confirmé par le dernier papier excellent qu'il a écrit sur Françoise Giroud. Ouais. Eh bien, c'est un homme qui a, comment dirais-je, l'honnêteté de dépasser ses opinions politiques pour saluer le talent. Il a dit ce qu'il fallait dire des magouilles de Françoise Giroud, mais il a souligné le talent journalistique incontestable de cette dame. Et ça, j'ai trouvé ça... On pourrait parler pendant des heures de Brignot, parce que il est pas méconnu. Les gens qui connaissent son nom qui ont de Brignot une idée qui est aux antipodes de la réalité, parce qu'il passe pour un homme emporté, vindicatif et agressif, et c'est exactement le contraire. Il est d'une patience, il est raide à la toile, ça c'est absolument certain, l'expression est de lui d'ailleurs, il faut pas lui raconter de carabistouille, mais il est réfléchi, il est sérieux, et plus que sérieux, il est extrêmement méticuleux. Il vérifie absolument tout, et chaque fois qu'on a une conversation, il me montre que là j'ai fait une bêtise, que je me suis trompé dans une date, que j'ai oublié ça, etc. C'est un maître en journalisme inégalable. À côté de lui, il y a quelqu'un comme Anne Merlin-Chazela, qui est je dirais il faut pas prendre en mauvaise part ce que je veux dire, c'est le bon sens tranquille des gens bien de chez nous. Oui. C'est-à-dire des gens qui sont à la fois abasourdis parce qu'ils voient se dérouler autour d'eux. Enfin, quand on connaît Anne Merlin-Chazela, qui est une dame, qui est une universitaire de très haut niveau, elle était chercheure au CNRS, et en histoire, c'est une spécialiste de l'histoire, notamment de la Renaissance. Elle est brillantissime, elle est d'une élégance de grande dame, et elle regarde le monde abasourdi littéralement par ce qui s'y passe, par les histoires de Gay Pride, les trucs comme ça, elle en tombe sur son séant, et elle exprime ça avec une tranquillité, une fermeté, et puis ce que j'ai appelé le bon sens interdit. C'est-à-dire qu'elle dit des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais elle les dit sur un ton presque de salon, oui. Qui donne une vigueur incroyable à son propos. À côté de ça, il y a Marie-Claude Manchot, qui est la fée Clochette, ou la bonne fée de Cendrillon, exactement, qui aime les poupées, qui aime les nounours, qui aime les enfants, qui aime les petits dessins, qui aime les fleurs. C'est charmant et émouvant, et délicieux, puis ça nous replonge dans une France. Il y a Michel Connen, qui a hélas disparu. Qui? Non, mais je veux dire... la France est disparue, pas Michel. Non, heureusement. Je commençais à paniquer. Non, Michel, qui est un garçon qui est tout... D'abord, c'est un... physiquement, c'est un ascète, c'est-à-dire c'est une boule de muscle, c'est l'impression d'un morceau de granit, qui a une pensée rigoureuse, extrêmement curieuse de tout, qui se déplace, il va voir les gens, il va interviewer, il cherche, il écrit pas à partir de livres, il va voir, il a une passion pour l'opéra, qui est partagée par beaucoup de monde, mais il lui arrive d'écrire des choses sur l'opéra qui déplaisent aux spécialistes parce qu'il prend ça avec une telle originalité d'un point de vue tellement nouveau que ça trouble
double beaucoup. Bon, Goffman, qui a intégré l'équipe il y a pas très longtemps, et qui est alors le prototype du journaliste vrai, qui est un formidable correcteur, qui est un très bon rewriter, et qui a toujours un point de vue original, puis avec un socle idéologique extrêmement fort, parce qu'il a une formation idéologique qui est liée à son passé, une expérience qui est liée à son passé politique, qui n'est pas le nôtre, mais qui lui a donné une formation, une méthode, une technique d'écriture. Bon, tout ça, ça fait un monde. Et Chérigues, le marquis, qui est un personnage incroyable, de drôlerie, de vachardise, qui passe son temps dans les soirées, aller au théâtre et tout, et qui est en même temps quelqu'un de très profond, qui est un vrai catholique, qui est très traditionnaliste, etc. Ça fait une espèce de bande, c'est très curieux, une espèce de commando, j'aime bien l'expression. Oui. Et c'est une belle équipe pour une belle aventure, parce que 10 ans de libre journal. Oui, ça c'est incroyable. C'est 10 ans de combat. Hein, j'ai encore dans l'oreille les bons amis qui me disaient, quand j'ai sorti le premier numéro du Libre Journal, t'es complètement fou, tu vas sortir 3 numéros puis tu t'arrêteras. Etc. C'est 10 ans de combat pour hurler les vérités qui fâchent, pour défendre la France, la France française, pour démasquer les manipulations de l'opinion, et puis pour dénoncer aussi l'agonie de la liberté d'expression. Bon, alors 10 ans de combat, mais 10 ans, j'imagine, de joie, de satisfaction, mais de difficulté aussi. Chaque semaine, vous devez avoir, Daniel de Beketch, et toi, Serge, votre lot de problèmes, votre lot de persécutions, votre lot de déceptions, non? Ça a été dur de faire C'est très très dur pour ma femme, qui vraiment fait le travail le plus ingrat. Hein. C'est tout le travail de gestion des abonnés, etc. Ça c'est bon. En même temps, ça a des côtés agréables parce qu'elle a le contact avec nos lecteurs. Mais non, pour moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans dans la presse, et c'est vrai ce que je dis. Je suis dans ma 57e année, j'ai 56 ans. Un tout jeune homme. Et un tout jeune homme, moi, c'est un gamin. ça fait 39 ans que je suis en vacances, mais c'est pas une façon de parler. Mais ça, je le crois. Ça fait 39 ans que je m'amuse, que j'ai l'impression qu'on m'a prêté un formidable jouet, un mécano gigantesque, et je me régale. Je ne me suis jamais ennuyé. Je ne me suis jamais senti mal. Même dans les pires moments, j'ai toujours trouvé que c'était une chance inouïe de pouvoir gagner ma vie en faisant ce qui me permettait à l'école de pas redoubler tous les ans, c'est-à-dire des bonnes rédactions, quoi. Le journalisme, en plus, quand il a cet objectif de défendre son pays, de défendre sa patrie, de promouvoir le bon sens, qui est une des choses les moins bien partagées aujourd'hui en France, qui fut un pays de bon sens à travers les générations de paysans. Aujourd'hui, le bon sens, on se demande où il est. C'est surtout le courage simple, tu vois. Le courage simple. Moi, ce qui me rend vraiment physiquement malade, alors physiquement malade, c'est même pas la lâcheté, parce que j'ai dit tout à l'heure des larves, mais à la limite, on peut pas reprocher aux gens d'être lâches. C'est d'accepter n'importe quoi, mais en plus en se donnant bonne conscience. Je suis obsédé par ce truc, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve que le signe absolu de la décadence d'un pays, et de la France en particulier, c'est la Gay Pride. Que les Parisiens puissent accepter tous les ans qu'on leur inflige un défilé de gens. Moi, je suis désolé, enfin, ça fait peut-être de la peine à certains, mais je suis obligé de dire ce que j'en pense, de gens anormaux. Je sais que c'est mal de dire que les homosexuels sont anormaux, mais c'est un fait clinique, avéré. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut leur faire du mal. Mais enfin, est-ce qu'on imagine une hétéro-pride? Est-ce que moi, je vais me mettre en petite culotte en string avec ma femme pour aller me balader sur une ridelle de camion? Mais c'est des toqués qui font ça. Puis, alors qu'eux le fassent, ils ont envie de le faire. Bien sûr, il y a la dimension exhibitionniste. Bon, après tout, c'est leur affaire. Mais ils peuvent faire ça au Parc des Princes, au grand stade, où ils veulent, tourner en rond. Après tout, comme diraient les étudiants pharmaceutiques, c'est une de leurs activités préférées. Mais d'aller faire ça dans Paris, par exhibitionnisme provocateur, bon, c'est une chose. Que le veuillent, je veux bien. Mais que les Parisiens acceptent ça. Qu'on ait des parents avec leurs enfants qui viennent contempler ça. Que les flics soient mobilisés pour leur faire de la place. Mais on est dans un pays de fous furieux.
Tu l'as dit, c'est une preuve de décadence. Hein. Et alors la sexualité, personne ne dit rien. Quelle qu'elle soit, c'est une affaire de vie privée stricte. Il y a toujours eu des homosexuels. Il n'y avait pas cet étalage. Bon, les gens, ça regarde pas les autres, ça regarde pas le public. Bon, ce qu'ils font chez eux, ça concerne chacun d'entre nous. Ce qui est scandaleux, c'est cette espèce d'étalage et puis cette revendication finalement que ceux qui n'en sont pas finissent par devenir des anormaux maintenant aux yeux d'une certaine opinion. Alors en plus, maintenant, on n'a pas le droit de dire ce qu'on en pense. Il faut accepter. Il faut dire que c'est bien. Il faut dire que moi, je suis désolé, je dis que c'est mal. On n'a plus le droit de dire grand-chose. Justement, à propos du bon sens, qui est le titre d'une des rubriques remarquables du Libre Journal de la France courtoise. Là, tu évoquais il y a un instant Anne Merlin-Chazela, et dans les papiers excellents qu'elle fait, il y a eu, à propos de l'éventualité de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, elle a fait un brillant article qui s'intitulait « Sont-ils devenus fous ?» Eh ben ça, on peut le dire de beaucoup de choses de l'actualité aujourd'hui. Mais Annick, il faut rappeler qui nous recevons. Eh bien, nous recevons le célèbre Serge de Beckett, bien sûr. Vous avez tous compris. Ça concierge. Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des médias, et Gérard Marin reçoit Serge de Beckett pour le 10e anniversaire de son journal de la France courtoise. Voilà, le libre journal de la France courtoise. Et Jean-Pierre, qui est un lecteur assidu, fidèle depuis plusieurs années, qui va nous dire un petit peu maintenant quel bilan il fait. Mais je crois qu'il y a des messages, Gisèle. Oui, simplement. Oui. On peut laisser parler. Bon, allez Jean-Pierre. Simplement, je viens d'entendre avec beaucoup d'intérêt Serge de Beckett parler de l'équipe avec laquelle il travaille. Il a cité bien sûr Anne Merlin-Chazela, Marie-Claude Monchot, Pierre Monnier. Bon, moi j'ai aussi en tête Michel Blanza. Oui, j'en ai oublié, bien sûr. Michel est un personnage très important du journal. On ne peut pas être exhaustif. Qui m'a apporté beaucoup d'ailleurs dans la façon de considérer les événements. Il m'a apporté des points de vue très très originaux. François Brignot, bien sûr. François Brignot, qui d'ailleurs, je l'avais noté, et qui vous connaît bien, vous avez parlé d'eux, ils parlent eux-mêmes de vous. François Brignot disait « Serge de Beckett, on le connaît, c'est un homme d'humeur, un prime sautier de fantaisie et de charme, épris de surnaturel comme d'autres de poissons. » Alors j'avais trouvé ça très drôle. Et puis l'esprit dans lequel François Brignot traite depuis maintenant 2 ans, à peu près, la fameuse rubrique du zappeur camembert. Oui, c'est une trouvaille. C'est vraiment quelque chose de toujours très intéressant. Il faudra expliquer aux jeunes auditeurs quand même qui était le zappeur camembert. Je ne sais pas si dans les bandes sont le zappeur camembert, c'est quelque chose. Et Brignot définit lui-même le travail qu'il réalise dans cette rubrique en disant voilà une façon de se moquer de soi-même en se moquant des autres qui me convient assez. Et je dois dire qu'en tant que lecteur du libre journal de la France courtoise, je m'attache tout d'abord à la page de couverture, l'éditorial. Je bondis ensuite à la rubrique du zappeur camembert, où je trouve toujours des choses fort bien écrites, avec une finesse très grande et avec de la drôlerie. Certes, je dirais que François Brignot se moque bien. Quand un échantillonnage en 3 mots, quand il écrit par exemple, c'était un dimanche du dernier mois de mars, un peu avant 20h, j'avais quitté LCI et son grand jury dirigé par un chafouin déplumé à l'œil fixe d'oiseau de nuit nommé Mazerolle. Moi, je l'adore. Ah oui. Oui. Non, il fait des portraits excellents. Et au-delà de l'équipe, je dirais, habituelle qui forme la base du journal, il y a quand même des gens que l'on est amené à lire un peu moins souvent. Je pense à Côme Carpentier de Gourdon. Oui. C'est un régal. Côme Carpentier de Gourdon, c'est un personnage extraordinaire parce que d'abord c'est la crème de l'aristocratie. Il est d'une élégance, c'est un homme de petite taille, extrêmement fin, avec un très beau visage. Il est d'une finesse extraordinaire de Tanagra et avec ça à l'intérieur une lame d'acier trempée.
Et il passe son temps à tourner autour du monde parce qu'il a une très importante responsabilité dans une fondation. Et donc il passe son temps à se balader. En ce moment, il est en Inde. Il vit beaucoup aux États-Unis. Et donc il a une originalité de point de vue, une richesse de sources. Et puis, il a les mêmes intérêts que moi. Alors lui aussi, comme dit Brignot, il est assoiffé de surnaturel, comme d'autres. Alors, assoiffé de boissons. Serge de Beketch, bon, 10 ans d'existence d'un journal d'opinion bien tranché, hein, qui défend la France traditionnelle, celle que nous aimons, et puis celle qu'aiment quand même des millions de Français, même si beaucoup sont intoxiqués, mais par moments quand même il y a des réactions de bon sens, des réactions des tripes, des réactions du cœur, des réactions de l'âme, qui font que quand même tout n'est pas perdu. 10 ans de lutte, c'est le combat de David contre Goliath, hein, nous en sommes bien conscients. Je l'ai dit, 10 ans de difficulté, 10 ans de satisfaction, 10 ans de plaisir, tu l'as bien souligné, mais c'est aussi 10 ans de réaction des lecteurs. Alors les lecteurs, qu'est-ce qu'ils te disent ? C'est un réconfort Oui, bien sûr, c'est un réconfort. C'est très très curieux d'ailleurs. Il y a des critiques surprenantes, par exemple, dans le courrier. Il y a des critiques. C'est très étrange. Les critiques sont généralement des critiques les reproches qu'on lui fait sont des reproches de détail. Vous avez écrit ça, bon. C'est pas exact. Voilà. Il y a des reproches qui nous sont faits et qui sont des reproches fondés sur un malentendu ou un mal lu. Et ça, tu connais ça à la radio comme moi. On dit quelque chose et l'auditeur entend le contraire parce que je pense qu'il a son idée qui fait barrage à ce qu'on dit et donc il s'attend à entendre quelque chose et il prétend l'avoir entendu. Mais autrement, il y a assez, je le dis, je dirais presque avec regret, mais il y a assez peu de critiques, assez peu de reproches. Il y a des encouragements, alors des approbations. Oui, il y a énormément d'approbations. Il faut voir par exemple, tous les ans, au Nouvel An, là, ça vient de se reproduire, on reçoit des centaines de cartes de vœux, C'est très étonnant. J'ai été à Minute pendant des années. Je veux dire que si j'avais 2 cartes de vœux, 3 cartes de vœux au début de l'année de lecteurs, c'était le bout du monde. Mais là, c'est par centaines. Il y a un lien d'amitié, mais d'amitié familiale avec les lecteurs. Par exemple, je ne sais combien de lecteurs de Normandie, de Bretagne, de Vendée, de la Côte d'Azur qui nous disent: quand vous passez dans le coin, venez passer 2-3 jours à la maison. On a constaté que vous preniez quelques jours au mois de décembre pour vous reposer, mais où allez-vous ? Pourquoi ne venez-vous pas chez nous ? Nous vous invitons, voilà la maison, voilà où on est, etc. C'est incroyable. Moi, je dois dire que c'est une expérience inouïe, ça, cette famille, Serge, qui pense encore la France, il faut tout faire pour l'agrandir. Cette famille qui lit le libre journal de la France courtoise, comme celle, et c'est souvent la même, qui lit Lecture française, qui lit Présent, qui lit Monde et Vie, qui lit Rivarol, il faut absolument tout faire pour l'agrandir. C'est une question de survie. Je pense que c'est une question de survie. On va laisser Gisèle lire quelques messages et puis on va en parler après. Comment peut-on faire pour amener parce qu'il y a eu, on l'a vu au premier tour des présidentielles, il y a eu quand même des millions de gens qui ont voté contre la décadence de la France sans en être totalement conscients. Mais enfin bon, il y a quand on écoute des interviews à la télévision et ailleurs, on voit qu'il y a des millions de gens qui sont excédés par beaucoup des choses qui se passent. Et comment se fait-il que le lectorat, pour employer le jargon d'aujourd'hui, des journaux d'opinion nationale n'est pas plus étendu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux connaître ces journaux qui se battent pour la France, qui se battent pour nos enfants, qui se battent pour nos petits-enfants? Ça, c'est un problème, moi, qui me hante. Alors, Gisèle? Oui, il y a une quantité de messages qui beaucoup remercient Gérard Marin d'avoir invité Serge de Beketch. Une auditrice nous dit même que depuis qu'elle est abonnée au Libre Journal,
Elle reprend goût à la vie et ne pourrait plus s'en passer. Merci à Monsieur de Beketch pour son courage et sa générosité. Un auditeur souhaite longue vie au Libre Journal de la France courtoise. Félicitations à Serge de Beketch pour son courage et son intelligence, il est précieux. Parmi les journaux de notre famille de pensée, vous avez oublié Français d'abord. Il y a un auditeur qui nous dit également qu'on a oublié Présent. Un autre, non, on a cité Présent. On a oublié la lettre de Pierre de Villemarais. Un auditeur. Il y a un grand journal Capital qui a fait une évaluation des meilleures écoles de commerce de France. Il s'avère qu'un des annonceurs, propriétaire d'un groupe de produits de luxe, sponsorise une école de commerce qui avait été mal cotée. Et cela a coûté une fortune au journal, car il a annulé toutes les pubs. Le problème des acheteurs... C'est un exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure. Parfait, exemple parfait. Voilà, le problème des acheteurs d'espaces publicitaires est exactement le même problème d'un donneur d'ordre à ses sous-traitants. Si le sous-traitant refuse de travailler pour plus de X% de sa production, il sera beaucoup plus libre vis-à-vis de ses donneurs d'ordre. Un auditeur demande comment se fait la participation des illustrations dans le journal de la France courtoise et en particulier de Redon. Alors Redon, ça fait un moment qu'il fait plus d'illustrations, mais c'est parce que je lui en demande pas en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans le Libre Journal, parce que je crois que il y a une saturation de l'image en ce moment en France, qui est liée à la télévision, à la publicité, et finalement, je pense que l'espace dans un journal est trop précieux pour montrer des images que n'importe qui peut voir n'importe où. Les photos, c'est la télévision, c'est le cinéma, c'est bon. Et donc je veux pas rivaliser avec les grands journaux illustrés là-dessus. Je crois que c'est plutôt bon, alors quelques petits dessins comme ça. En général, je publie des dessins tirés de journaux anciens. D'abord parce que j'aime bien l'esthétique. Et puis ensuite parce que ça donne un petit côté qui correspond à la ligne du genre, enfin à l'image du journal et en général de dessins de bonne qualité. Mais effectivement, si j'avais alors les moyens, j'aurais en permanence Redon, Char et Conque, parce que et puis peut-être aussi Miège et Ignace et quelques-uns des autres dessinateurs de la famille que j'aime beaucoup. Le dernier Char est absolument formidable. Tu as publié quelques extraits dans le Libre Journal, mais c'est vrai, tu as eu raison de citer Conque, de citer Pinatel. Et puis alors il y en a un d'ailleurs qui est un ami, et c'est pas du tout pour cela que je le cite, mais pour son grand talent, et qui a été vidé, il n'y a pas d'autre mot, d'une façon tout à fait malpropre de François, parce qu'il faisait des dessins politiquement incorrects, c'est 13. 13, pardon, je dis au vif 13, oui. Notre ami 13. Ah ouais, 13, c'est formidable. Notamment, il y avait ce dessin des musulmans prosternés, sur le sol. Il disait, voyez bien qu'ils aiment la France parce qu'ils embrassent son sol. Eh bien, ça lui a coûté sa place à François. Il faut le savoir, amis auditeurs. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir les gens qui se battent pour votre liberté. Ce qui est d'une saloperie invraisemblable, parce qu'un dessinateur, il propose plusieurs dessins. C'est pas lui qui le publie. Il a un chef, il a un rédacteur en chef qui dit je publie des dessins là. Le dessinateur est content de proposer. Donc virer un dessinateur, ça c'est vraiment une censure politique. Parce que virer un dessinateur parce qu'il a fait un dessin, c'est scandaleux. Alors encore vite quelques messages. Tu donnes un mot de conclusion, Jean-Pierre. Et puis... Alors, un auditeur nous dit « Je suis ancien journaliste, je travaillais à Deux Mains. Ensuite, je suis entré à Franc-Tireur. Au bout d'un mois, on m'a dit que j'étais un naïf parce que je disais la vérité. Et je me suis retrouvé au chômage. J'ai découvert le Libre Journal le dimanche matin à la sortie de Saint-Nicolas. Fréquentez-vous encore ce lieu ?» Oui, bien sûr, je fréquente Saint-Nicolas. Je fréquente aussi d'autres églises parce que moi, je suis un traditionnaliste syncrétique. Voilà. C'est bien. Je vais aussi bien à la fraternité que par exemple à Riomont ou à Saint. Je trouve qu'il y a suffisamment de divisions au sein de la droite nationale et ça n'est pas le sujet du jour. Le bon Dieu finira par s'y retrouver. Mais on voit les divisions dans l'Église, on voit dans les divisions dans le domaine politique. J'entendais l'autre jour des gens qui soulignaient qu'à Radio Courtoisie, comme d'ailleurs dans les journaux d'opinion nationale, il y a le clan de Washington, il y a le clan de Bagdad, il y a cette cassure, n'est-ce pas, sur le problème de l'Irak au sein de la droite nationale. Ça, c'est complètement artificiel. Voilà. Il faut bien dire les choses. Il y a une cassure aussi sur Israël et les Palestiniens. Si les gens voulaient bien dire la vérité une fois de temps en temps, ils diraient que l'histoire de l'Irak, au fond, il faut dire les choses, on s'en fout.
Mais vraiment, bon, c'est dramatique de savoir qu'ils vont bombarder l'Irak. Mais est-ce qu'on va se fâcher entre nationaux sur ces questions-là, alors que nous, on est menacés de mort demain, hein? On va s'occuper de savoir, bon, il y en a qui sont pour qu'on bombarde l'Irak, moi je suis contre, je veux pas m'engueuler avec Sanders pour ça, il me traite de saddamite, bon, ça l'amuse, c'est un mot amusant, qui ne correspond pas à la réalité, mais si ça l'amuse, tant mieux pour lui, et moi ça me vexe pas plus que ça, bon... Un auditeur nous demande comment se portent le capitaine Thon, Cohen et ADG. Aurons-nous le plaisir de les relire un jour? Le capitaine Thon a disparu corps et bien dans le golfe de Gascogne, j'imagine. Non, je pense qu'il a trop de travail maintenant pour continuer ses chroniques qui étaient très très drôles. Jean-Pierre Cohen, malheureusement, est lui aussi très occupé par la mairie de Marignane, dont il assure la direction de la communication, ce qu'il mobilise pratiquement 24 heures sur 24. J'arrive même pas à l'avoir au téléphone tellement il a de travail. Quant à ADG, nous avons eu une divergence qui a amené à notre séparation. S'il voulait revenir collaborer au Libre Journal, je serais content, mais je pense pas qu'il en ait l'intention. Bon, il y a encore énormément de messages qui remercient bien sûr et qui félicitent Monsieur de Beketch. Alors maintenant, le vrai problème, le problème majeur, je l'ai dit, c'est de faire mieux connaître, c'est d'augmenter la diffusion de ces journaux, de tous les journaux d'opinion nationale. Et puisque nous évoquons les 10 ans du Libre Journal de la France courtoise, dirigé par Daniel de Beketch et animé par Serge, comment peut-on faire mieux connaître, comment peut-on augmenter concrètement la diffusion du Libre Journal, dont tu vas rappeler les coordonnées lentement, Serge, si tu le veux bien, de façon qu'un maximum d'auditeurs puissent les noter. D'abord, je voudrais répondre à ta question. Encore une fois, je vais certainement dire des choses qui vont déplaire, mais puisque c'est la vérité, c'est ma vérité en tout cas, je l'ai dit. C'est pas un problème le problème du lectorat de la presse nationale, ou de la presse en général d'ailleurs, c'est essentiellement un problème de civilisation, un problème de culture, comme diraient les Allemands. On a désappris aux Français la lecture depuis pratiquement un demi-siècle. Les gens ont désappris la lecture, c'est-à-dire ils ont désappris la technique de la lecture. Ayant désappris la technique de la lecture, ils ont perdu le goût de la lecture, ils ont perdu le plaisir de la lecture. Et aujourd'hui, le problème n'est pas de faire lire tel ou tel journal, il est tout simplement de faire lire, point. Les gens, trop de Français ne veulent plus lire parce que ça les enquiquine. Ils préfèrent regarder les images à la télé, c'est tellement plus simple pour écouter la radio. Et l'effort de la lecture, j'en parlais hier soir avec mon fils cadet, Émeric, m'a rappelé comment il détestait lire, et comment je l'ai amené en un mois à devenir un lecteur dévorant, en lui offrant tous les soirs un tout petit bouquin pour enfants, qu'il lisait le soir, comme ça, et puis il les prenait de plus en plus plaisir, et un beau jour je lui ai apporté Bilbo le Hobbit, qui est un relativement gros bouquin pour un enfant. Et il a commencé à le lire, il a été emporté par le bonheur de lire, parce qu'il avait appris la technique. Il savait comment... Quelqu'un qui ne sait pas marcher, il a aucun plaisir à faire une randonnée. Donc la difficulté que nous rencontrons, elle n'est pas liée à ce que nous disons, elle n'est pas liée à ce que nous sommes, elle n'est pas liée aux idées que nous diffusons, elle est liée essentiellement au fait que, comme pour toute la presse française, le lectorat n'a plus envie de lire, et il n'a plus envie de lire parce qu'il ne sait pas lire, techniquement. Il ne sait pas lire. Faites lire un texte, demandez à quelqu'un de le résumer, vous allez voir le résultat, c'est terrifiant. Oui, j'ai vu les derniers chiffres, il y a encore une baisse de la diffusion des grands quotidiens, fussent-ils politiquement corrects. En revanche, quelques hebdomadaires ont une progression de leur diffusion, mais enfin... faut voir ce qu'il y a dans ces hebdomadaires. Il y a les aventures de Miss Pampancucu au pays des académiciens de la chansonnette. Enfin, c'est n'importe quoi, avec des photographies plus ou moins cochonnes. Bon, alors ça, c'est pas de la presse. Non. C'est tout ce qu'on veut. Alors, Serge, les coordonnées, si tu le veux bien, du Libre Journal de la France courtoise, et nous invitons, parce que Jean-Pierre qui est là, moi-même et des tas d'amis que nous connaissons, prennent
un plaisir immense, je le dis. Et c'est vrai, c'est un réconfort, c'est revigorant, c'est réconfortant, tous les 10 jours, à lire le libre journal de la France courtoise de Serge de Bekech. Donc j'invite tous les auditeurs qui ne le connaissent pas encore à l'acheter, à s'abonner, et en plus, ils feront une œuvre de salubrité nationale. Alors, les coordonnées... Quand on pense qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'esprit de confraternité dans la presse... Hein, non, mais je le dis comme je le pense, parce que je lis les autres journaux, mais c'est mon dessert. C'est gentil. Alors, encore que je ne sois pas un journal très sucré. Non. Donc, il y a du chocolat amer. Hein. Oui, amer, 99% de cacao. Le libre journal, alors on peut mettre ou pas la France courtoise. Le libre journal, 4 places France Liszt, FRNZ-LIS-ZT, le compositeur. Parce que je voudrais pas épiloguer sur le rêve d'amour, sur notamment les lettres de l'administration qu'on reçoit. Il y a des libellés d'adresses qui sont intéressants. Donc 4 place France Liszt, 75 010 Paris. Les chèques sont à libeller à l'ordre de SDB, Société de diffusion bibliographique, mais c'est SDB. SDB. Et le téléphone. Le téléphone, c'est le 01 45 23 51 01. Et le prix de l'abonnement est de 110 €, qui peuvent être payés en une seule fois. C'est mieux. En 2 fois, c'est pas trop mal. 2 fois 60 €. Non, 2 fois 55 €. 3 fois, alors là c'est 3 fois 40 €. Voire 6 fois 20 €. Et pour les gens qui ont la patience de faire 12 chèques, on peut même aller jusqu'à payer 12 fois 10 €. Ce que nous appelons le pacte abonnement. On a voulu rendre possible l'abonnement au journal sans que ça grève un budget. Voilà. C'est bien de rappeler quand même encore le téléphone. Alors, le téléphone 01 45 23 51 01. Et 4 places France Liszt, 75 010 Paris. Eh bien, Serge de Bekech, merci pour cette grande et belle aventure. Merci pour ces combats. Et puis, je reprendrai ta formule. Que Dieu te garde. Merci, Gérard.